Le sport a cela d'unique. Il permet de vivre des émotions qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. À travers des épreuves sportives issues de tout sport et de tout niveau, j'aimerais te faire partager ma passion. Ferme les yeux, ouvre les oreilles et replonge dans ce moment magique. Bienvenue sur mon podcast « Laisse-moi te raconter ». Crache sur nous, t'es pas assez fou pour te mêler à la bagarre avec eux. Oui, je sais qu'ils sont plus rapides que moi. Il ne peut pas trop en dire. Il ne faut pas trop en dire. Nous sommes le 16 février 2002 à Salt Lake City, aux États-Unis. Laisse-moi te raconter Steven, des larmes sur des lames. Steven est né en Australie, près de Sydney, en 1973. On le sait, l'Australie est un pays sportif. De grands champions y sont nés. En natation, comment ne pas citer Grant Tackett ou Ian Thorpe. En rugby, les Wallabies, ou encore en surf, Layne Beachley. Pourtant, ce n'est pas le sport le plus connu et le plus reconnu que va choisir Steven. Son père, ancien champion national de patinage de vitesse, le fait chausser ses premiers patins à 3 ans. Au départ, il déteste ça. Lui veut faire comme ses camarades de classe. Il veut faire du foot, du rugby ou encore du cricket. Il faut comprendre que faire du patinage de vitesse en Australie, c'est comme chercher un ours dans le Sahara. Ah bon? Ça existe? Sur glace, avec des patins aux pieds, il existe 2 sports de vitesse. Le short track, qui, comme son nom l'indique, se pratique sur piste courte, et le patinage de vitesse, qui se pratique sur une plus grande piste. Le premier, celui dont il est question aujourd'hui, oppose généralement 4 patineurs sur 3 distances, 500, 1000 ou 1500 mètres. Le 500, c'est le sprint par excellence. Le 1500, comme en athlétisme, c'est une course tactique. Le 1000 est un compromis des deux. Il est à noter que le patinage de vitesse est le sport le plus rapide au monde sans moyens mécaniques, c'est-à-dire sans l'ajout d'un moteur, sans l'aide d'une pente ou du vent. Autrement dit, simplement à l'aide de la puissance des cuisses du patineur, ce dernier peut atteindre 60 km/h. Steven continue le short track et commence à apprécier ce sport vers l'âge de 10 ans. Entre le manque de reconnaissance et la difficulté à trouver un lieu d'entraînement, les murs se dressent devant lui. Mais Steven n'est pas du genre à abandonner quand une difficulté se présente. D'ailleurs, je vous mets au défi de les compter dans mon récit et vous verrez qu'il n'est pas du tout du genre à baisser les bras quand rien ne va comme il faut. Une bonne leçon d'opiniâtreté. Année après année, il persiste et ne lâche rien. Petit à petit, il grimpe dans la hiérarchie nationale et devient même champion d'Australie des moins de 13 ans. Bien sûr, il est conscient que le peu de concurrence dans sa discipline est à prendre en considération. C'est peut-être ce qui l'amènera à intégrer l'équipe nationale à 17 ans. Quoi qu'il arrive, il participe au championnat du monde de 1991 qui justement se tiennent à Sydney. Et là, exploit encore jamais réussi, avec ses coéquipiers, il réussit à remporter le titre sur le relais 5000 mètres. Plus que le titre de champion du monde, c'est la première médaille mondiale de l'Australie dans un sport d'hiver, quel qu'il soit. À 18 ans, il découvre les JO, à Albertville, en 1992. C'est la première fois que le short track y est discipline officielle. Mais là, rien de bien intéressant à raconter, car son équipe est éliminée rapidement. Il continue son travail à l'entraînement, et avec assiduité et dépassement de soi, il devient un des meilleurs spécialistes mondiaux sur le 1000 mètres. 9 tours à parcourir sur une piste d'un peu plus de 111 mètres de circonférence. Pas de couloir pour séparer les concurrents, comme en natation ou en athlétisme. C'est au plus rapide et au plus filou que revient la victoire. Favori sur cette épreuve pour les JO de Lillehammer en 1994, il se fait pourtant sortir en 8e de finale, poussé illégalement par un adversaire qui sera disqualifié. Il n'arrivera pas non plus à accéder à la finale du 500 mètres. Heureusement, il ne repartira pas bredouille de ces JO et réussira, avec les mêmes coéquipiers des mondiaux de Sydney, à gagner la médaille de bronze. Il faut dire que la chute des Canadiens a permis cette médaille. Mais les chutes font partie de cette discipline. On le verra un peu plus tard. Bref, quoi qu'il en soit, Steven et ses coéquipiers ont gagné la première médaille de l'Australie aux JO d'hiver. Ils sont même les premiers à réussir cet exploit au niveau de l'hémisphère sud. La médaille est belle, mais Steven veut la sienne, une en individuel, et tant qu'à faire, d'un métal plus noble que le bronze. Alors, il continue à s'entraîner sérieusement. Nous sommes en 1995 lors d'une manche de Coupe du Monde au Canada.
Alors qu'il est au combat pour gagner sa série, Steven chute. Des chutes, il en a connu des dizaines, des centaines. C'est le lot de tout patineur. Pourtant, celle-là va le marquer profondément, au sens propre comme au figuré. Il chute, mais est d'abord éjecté en l'air avant de retomber non pas sur la glace, mais sur la lame de son concurrent. La lame, d'une épaisseur d'1 millimètre, effilée comme un rasoir, pour être très rapide, lui tranche instantanément les 4 faisceaux du quadriceps droit. La blessure est grave, le sang se met à couler très rapidement et surtout très abondamment. En moins d'1 minute, Steven perd 4 litres de sang. Il se voit mourir. Heureusement, l'intervention rapide des services médicaux lui sauve la vie. Il n'en reste pas moins que Steven aura 111 points de suture, qu'il restera 3 semaines sans pouvoir faire le moindre mouvement et qu'il lui faudra 1 an et demi pour retrouver l'entier usage de sa jambe. Une fois remis, Steven reprend le chemin de l'entraînement et se prépare pour les JO de Nagano au Japon qui auront lieu en 1998. Comme je le disais précédemment, il a connu la médaille aux JO, mais c'était en relais. Il en veut désormais une en individuel. La compétition a démarré. Malheureusement, une première chute sur le 1000 mètres le prive de finale. Une autre sur le 500 lui réserve le même sort. Le relais ne sera pas meilleur. Il est venu au Japon avec des espoirs, il est reparti avec des larmes. Mais une défaite n'est qu'une étape chez un sportif. Elle fait partie de l'apprentissage. Aussi, Steven ravale ses larmes et relève la tête. Alors qu'il est à l'entraînement cette année 2000, à se donner à fond, il fait une chute et termine la tête la première dans les balustrades. La chute est violente. Elle aurait pu le tuer. Ce n'est pas le cas. Une bonne étoile doit veiller sur Steven. Il se brise cependant 2 vertèbres cervicales. Durant 2 mois et demi, il porte un halo orthopédique. Ne vois-tu pas que tu es encore passé à côté de la catastrophe? Il serait peut-être temps de t'arrêter avant qu'il soit trop tard. C'est ce que lui disent les médecins, sa famille et ses amis. Mais Steven a la tête dure, et ce n'est pas un vain mot. Hors de question pour lui de raccrocher les patins. Il veut participer aux JO de 2002 qui se dérouleront à Salt Lake City. À ce moment précis, je me suis dit que je ne serais pas au top de ma forme pour ces JO. J'avais pris part à 3 jeux déjà, mais je n'avais pas été au meilleur de ma forme chaque fois, et ça me rendait fou. Alors je me suis dit que j'allais m'entraîner comme un fou pour me rendre à Salt Lake City et faire de mon mieux, tout donner. Ce qui m'importait n'était pas mon résultat, mais ma façon de patiner. À son arrivée aux USA, Steven sait qu'à 28 ans, il participe à ses derniers JO. Les accidents précédemment cités lui ont fait perdre du temps dans sa préparation. Son niveau n'est plus celui qu'il avait quelques années plus tôt. Mais sa détermination, elle, n'est jamais redescendue. Et la chance va enfin lui sourire. Aux qualifications du 1000 mètres, il passe facilement les séries et se retrouve en quart de finale. Là, subitement, la situation se complique sérieusement. Il est opposé à Apollo et Marc, 2 des favoris pour la médaille d'or. Je rappelle que seuls les 2 premiers sont qualifiés pour le tour d'après. La bataille est rude. Les athlètes sont au coude à coude. Sur la ligne d'arrivée, Marc et Apollo sont premiers et deuxième. Steven, troisième. Mais dans le dernier virage, Marc a poussé un de ses adversaires et est logiquement disqualifié, ce qui implique que Steven obtient sa qualification pour la demi-finale. En demi-finale, justement, Steven est moins rapide que ses concurrents. En atteste la course qu'il fait placer à la dernière position. Devant, un Américain, un Canadien, un Coréen et un Chinois se mènent la vie dure. Dans le dernier tour, le Coréen chute. Steven l'évite. Il est désormais troisième. Logiquement, si l'ordre ne change pas, il ne sera pas qualifié pour la finale. Mais de logique, il ne sera pas question cette fois-ci, car lors du dernier virage à 50 mètres de la ligne, le Canadien chute et emporte avec lui le Chinois. Ne reste alors plus que l'Américain et Steven qui franchissent la ligne d'arrivée en première et deuxième position, qualifiés ainsi tous deux pour la finale. Récapitulons. Steven est passé en demi-finale grâce à une disqualification de l'un de ses adversaires. Puis, il est passé en finale grâce à la chute de 3 de ses concurrents. Je pense qu'on peut appeler ça une bonne étoile. Que lui réserve la finale ? Steven a 28 ans. Il sait qu'être en finale n'est pas donné à tout le monde. Il sait aussi qu'à cet âge-là, ce seront probablement ses dernières Olympiades. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. La finale n'est pas une course comme les autres. Encore moins celle des Jeux Olympiques. Le Graal de tout sportif. Samedi 16 février 2002, Salt Lake City, Utah, États-Unis. La finale du 1000 mètres du short track va bientôt démarrer. 5 patineurs prêts à en découdre pour une médaille. Enfin, pas tout à fait. Plutôt 4.
Vous allez comprendre pourquoi. Parmi ces 4 athlètes, un palmarès impressionnant. On trouve Mathieu, triple champion du monde. Il y a aussi Lee. L'énumération de son palmarès serait trop long et fastidieux. Retenons simplement qu'il s'est fait accrocher au cou 12 médailles d'or au championnat du monde. Rien que ça. Et puis, il y a Apollo, l'Américain. Il est chez lui, devant son public. C'est une star. L'année passée, aux mondiaux, il a gagné une médaille d'or et 2 médailles d'argent. Enfin, il y a Hahn, un jeune homme de 16 ans, qui plus tard sera davantage connu sous le nom de Victor Hahn. Hahn sera dans les années à venir le patineur le plus titré de l'histoire. Comme l'a écrit le journal L'Équipe, entre les légendes établies et celles à venir, cette finale du 1000 mètres va devenir en moins de 90 secondes une des pages les plus fameuses de l'histoire des Jeux d'hiver. Steven n'a pas le niveau ni le palmarès de ses adversaires. Vouloir faire jeu égal avec eux serait suicidaire, voire dangereux. D'ailleurs, dans le vestiaire, avant la finale, 2 patineurs que Steven connaît bien viennent le voir. Crache sur nous, t'es pas assez fou pour couler à la bagarre avec eux. Oui, je sais qu'ils sont plus rapides que moi. Il ne peut pas trop en dire. Il ne faut pas trop en dire. Avec son entraîneur, il s'est mis d'accord. Il restera en retrait. Et si le destin venait à continuer à lui être favorable et que 2 patineurs tombaient devant lui, il accéderait au podium et gagnerait ainsi sa première médaille individuelle olympique. Steven a les pieds sur terre. Il reste à sa place. Il est allé voir Apollo et lui a dit « Quand tu seras champion olympique tout à l'heure, n'oublie pas de parler de mes patins. » En fait, Steven a créé une entreprise qui fabrique des patins pour la compétition et ces patins équipent Apollo. Le départ est donné. Steven est à l'extérieur. Il n'a pas le meilleur temps de réaction. Pas grave. Il met son plan à exécution. Il laisse partir les 4 autres. Premier virage. Le Canadien prend la tête, mais Hahn repasse rapidement devant. Apollo attaque à son tour Hahn et prend le lead de la course. La foule est en délire. Lee passe devant Hahn et prend la 2e place. Mathieu, le Canadien, est 4e. Derrière eux, loin derrière, se trouve Steven. La course suit son cours. Ça va vite, très vite. La tension est palpable. Dernier tour. Avant-dernier virage. L'ordre ne change pas, mais Lee se colle à Apollo. Dans la ligne droite opposée, il se décale et tente de le doubler. Il joue des coudes, mais aucun ne veut laisser sa place. Hahn les laisse se bagarrer et voit un petit trou de souris. Il essaye de s'y engouffrer. Au même moment, Lee est déséquilibré, tombe et finit dans les panneaux publicitaires. C'en est terminé pour lui. Ils sont 3 à se disputer la médaille d'or. Steven, trop loin d'eux, ne peut que les regarder. Mais à ce moment précis arrive alors l'impensable. Hahn a pris trop de risques à vouloir passer là où il n'y avait pas de place. Il prend de l'angle, beaucoup d'angles, trop d'angles. Il tombe. Dans sa chute, il entraîne Apollo, puis Mathieu. Tous les 3 sont les fesses au sol. Et qui arrive comme une fleur, évitant les autres et passant la ligne d'arrivée en tête? Vous l'avez deviné, c'est Steven. Il passe la ligne et lève les bras. Il n'y croit pas lui-même. Il est champion olympique. Au même moment, Apollo se relève au plus vite et se jette vers la ligne d'arrivée. Il est 2e. Mathieu le suit et se classe 3e. La scène est surréaliste. Que s'est-il passé? Comment Steven a-t-il pu avoir autant de chance, autant de fois d'affilée? Lors du podium, la foule conspue les résultats. Leur chouchou, Apollo, n'a fini que 2e, lui qui était censé gagner. Un spectateur invective Steven. Enlève ce putain de sourire de ton visage, mec. T'es un voleur. Mais qui est cet énergumène pour insinuer une telle chose? Pour commencer, Steven n'a rien volé. Il a simplement eu de la chance. Certes, 3 fois d'affilée, mais c'est le sort qui en a voulu ainsi. Ensuite, cet homme sait-il par quoi est passé Steven pour en arriver là? Connaît-il son parcours? Sait-il qu'il est passé près de la mort à plusieurs reprises? Qu'il a été au fond du trou, mais s'est toujours relevé? Sait-il qu'il a été capable de faire front à sa famille, ses amis, qui lui demandaient de raccrocher alors que lui en avait décidé autrement? Enfin, sait-il ce que représente tout le travail à accomplir pour avoir un tel niveau? Sûrement pas. Encore un qui aurait mieux fait de se taire. Cette histoire, qui n'est nullement fantastique, mais bien réelle, nous démontre que les proverbes suivants ne sont pas galvaudés. Quand on veut, on peut, il faut juste se donner les moyens. Et rien n'est jamais perdu d'avance. Je terminerai ce podcast en remerciant Steven d'avoir écrit une si belle page du sport, bien qu'il ne fût pas décideur de tous les faits qui y ont attrait. Sa détermination,
son opiniâtreté et son dévouement à son sport, voilà des valeurs que devraient enseigner tous les entraîneurs. Si tous les sportifs pouvaient s'en inspirer, ils en sortiraient grandis. Être obstiné, ne pas s'arrêter quand tout pousse à le faire, c'est ce qu'a vécu Aurélien. Mais ça, c'est une autre histoire.